Donc, on va commencer par un rappel. Tolérance dimensionnelle, ajustement. On rappelle que l'écriture suivante, diamètre 20 H7 G6, est composée de la cote nominale, diamètre 20. H7 G6, c'est l'ajustement. H7 seulement, c'est la tolérance à lésage, c'est la lettre majuscule. Et la lettre minuscule G avec le chiffre 6, c'est la tolérance arbre. Si on a les deux pièces sur un dessin d'ensemble, c'est-à-dire les deux pièces sont représentées montées ensemble, donc on indique l'ajustement complet, diamètre 20, H7, G6. Si on a les dessins de définition, c'est-à-dire les pièces séparées, la lettre majuscule vers l'alésage est portée par l'alésage et la lettre minuscule est portée par l'arbre. Donc, dans notre cas, ça c'est l'arbre, diamètre 20, G6, et ça c'est l'alésage, diamètre 20, H7. Alors, une question qui se pose, si je fabrique un arbre diamètre 20 G6 et un alésage diamètre 20 H7, lorsque je vais faire le montage, est-ce que ce montage va être serré ou bien avec jeu? Donc, pour répondre à cette question, je suis amené à calculer le jeu qui reste entre les deux pièces lorsque je fais le montage. Et pour cela, il faut déterminer les tolérances de la cote diamètre 20 G6. En consultant le tableau des tolérances, donc, la cote 20 se trouve de 18 à 30. Avec G6, la tolérance G6, on a moins 7, moins 20. Attention, ces valeurs dans ce tableau sont données en micromètres. Donc, moins 7, ça veut dire moins 7 microns. Donc, c'est moins 0,007 mm. Et moins 20, c'est moins 20 microns. Donc, c'est moins 0,02 mm. Juste une petite remarque. Si, par exemple, la cote était 30 et non pas 20. Donc, ici, on a 30 et ici, on a 30. Si je lis la première colonne jusqu'à 3 inclus, ça veut dire de 0 jusqu'à 3. Donc, la valeur 3 est inclue dans cette colonne. De 3 à 6 inclus. Donc, 6 est inclus dans cette colonne. Je continue à lire les colonnes de cette façon. Donc, lorsque j'arrive ici, je dis de 18 à 30 inclus. Donc, il faut prendre 30 dans cette colonne et non pas dans celle-ci. Donc, diamètre 20 G6, c'est diamètre 20 moins 0,007 moins 0,020. Avec moins 0,007, c'est l'écart supérieur. Et moins 0,020, c'est l'écart inférieur. Même chose pour le diamètre 20 H7. En consultant le tableau des principaux écarts en micromètres, donc la cote 20 se trouve de 18 à 30. Avec la tolérance H7, ça me donne plus 21 microns 0. Donc, c'est plus 0,021, 0. Plus 0,021, c'est l'écart supérieur et 0, c'est l'écart inférieur. Donc, pour faire le calcul maintenant, si je veux calculer le jeu max, il faut prendre l'alésage max moins l'arbre mini, ou bien l'écart supérieur de l'alésage moins l'écart inférieur de l'arbre. Donc, dans notre cas, ça nous donne plus 0,021, l'écart supérieur de l'alésage, moins 0,020, c'est l'écart inférieur de l'arbre. Ce qui nous donne un jeu maximal de plus 0,041. Pour le jeu minimal, ça nous donne alésage mini moins arbre maxi, alésage mini moins arbre maxi, ou bien écart inférieur de l'alésage moins écart supérieur de l'arbre. En faisant le calcul, 0 moins 0,007. Ça nous donne un jeu minimal positif de 0,007. IT jeu, c'est le jeu max moins le jeu min. IT, ça veut dire intervalle de tolérance. Égal aussi intervalle de tolérance de l'alésage plus intervalle de tolérance de l'arbre. On peut vérifier le calcul. Jeu max, c'est plus 0,041 moins le jeu min plus 0,007. IT alésage, c'est écart supérieur moins écart inférieur. Donc, plus 0,021 moins 0. Et IT arbre, c'est moins 0,007 moins 0,020. Ça nous donne, ici, le calcul, ça donne 0,034. Et ici, ça donne 0,034. Donc, le calcul est bon. Si le jeu max est positif et le jeu min est positif, comme dans notre cas, le jeu max est positif et le jeu min est positif, on dit que l'ajustement est avec jeu. Ça veut dire, dans tous les cas, il va rester un jeu entre les deux pièces lorsque je fais le montage.
Si le jeu max est négatif et le jeu min est négatif, on dit que l'ajustement est avec serrage. Ça veut dire que les deux pièces vont être montées serrées. Si le jeu max est positif et le jeu min est négatif, dans ce cas-là, on dit que l'ajustement est incertain. Ça veut dire que ça peut être avec jeu comme ça peut être avec serrage. Dans notre cas, on a trouvé deux valeurs positives, le jeu max positif et le jeu min positif. Donc, notre ajustement est avec jeu. Ajustement à retenir. Alors ici, on a les principaux ajustements. Le tableau qui donne les principaux ajustements. Alors, globalement, il est divisé en deux parties horizontalement. Pièces mobiles l'une par rapport à l'autre. Ça veut dire les pièces ont un mouvement l'une par rapport à l'autre. Et pièces immobiles l'une par rapport à l'autre. Des pièces fixes l'une par rapport à l'autre. Dans le cas des pièces mobiles l'une par rapport à l'autre, on utilise souvent le cas ordinaire des pièces tournant ou glissant dans une bague ou palier, comme par exemple le H8 F7. Ou bien pièces avec guidage précis pour mouvement de faible amplitude, comme par exemple le H7 G6. Donc on va retenir deux ajustements, le H8 F7 ou le H7 G6. Et alors il y a une petite, si vous voulez, une petite astuce. On peut mettre en mémoire la lettre, par exemple F, pour dire le mot frottement. Et la lettre G comme le mot glissement. Ça veut dire qu'il y a un mouvement entre les pièces. Donc ça donne un ajustement avec jeu. Exemple, coussinet avec arbre. On sait que l'arbre tourne dans un coussinet, donc l'ajustement entre l'arbre et le coussinet, ça doit être de type H8 F7 ou bien H7 G6, comme c'est montré sur la figure. Ajustement avec serrage. En revenant au tableau, donc nous sommes dans le cas de pièces immobiles l'une par rapport à l'autre. Il y a deux cas, démontage et remontage possible sans détérioration des pièces. Mise en place au maillis, donc le H7 M6. Il y a aussi le cas de démontage impossible sans détérioration des pièces, mise en place à la presse, donc H7 P6. On peut retenir ces deux ajustements, H7 M6 ou H7 P6. On peut retenir que M, c'est comme c'est le mot maillis, donc ça commence par un petit M, et P comme le mot presse, ça commence avec un P. Exemple, coussinet alésage. Coussinet alésage. On sait que le coussinet est monté serré dans l'alésage, donc l'ajustement que doit y avoir, c'est le H7 P6 par exemple. Ajustement légèrement serré, montage à la main, mise en place possible à la main. Donc, pièces immobiles l'une par rapport à l'autre, démontage et remontage possible sans détérioration des pièces, mise en place possible à la main. On peut retenir le H7 H6, donc H7 H6 ou bien aussi le H7 J6. H, on peut retenir comme le mot hat, montage à la main, J comme le mot je. Exemple, poulie arbre. Le montage d'une poulie sur un arbre se fait à la main, donc l'ajustement convenable, c'est le H7 H6. Tolérance à retenir, montage de roulement. Dans le cas d'un arbre tournant, si on revient au tableau des tolérances dimensionnelles, bague intérieure tournante, puisque l'arbre est tournant, donc la bague intérieure du roulement est tournante par rapport à la direction de la charge. Si on considère qu'on a une charge normale, on peut choisir la tolérance K5 ou bien K6. Pour le cas de l'alésage, pour la tolérance de l'alésage, la bague extérieure est fixe par rapport à la direction de la charge, étant donné que l'arbre est tournant, donc la bague intérieure est tournante et la bague extérieure est fixe. Dans le cas d'une charge normale, la tolérance c'est H7. Donc, comme c'est montré sur cette figure, nous sommes dans le cas d'un arbre tournant. Donc, sur l'arbre, tolérance K6. Sur l'alésage, tolérance H7. Dans le cas d'un moyeu tournant, donc si on revient vers le tableau des tolérances, pour l'alésage, la bague extérieure est tournante par rapport à la direction de la charge. Dans le cas d'une charge normale ou importante, on a la tolérance N7. Pour la tolérance de l'arbre, la bague intérieure est fixe puisque l'alésage est tournant, donc la bague extérieure est tournante et la bague intérieure est fixe. Avec une charge constante, on a la tolérance G6. Donc,
comme c'est montré sur cette figure, la tolérance sur l'arbre, c'est G6 et la tolérance sur l'alésage, c'est N7. Montage de joint à lèvres. Alors, on rappelle que le joint à lèvres, c'est cette pièce-là. Elle est utilisée pour réaliser l'étanchéité d'une enceinte, c'est-à-dire empêcher l'entrée de la poussière et empêcher la sortie ou bien la fuite du lubrifiant. Généralement, le joint à lèvres, il est représenté par son symbole. En coupe, voilà la représentation du joint à lèvres. Et par son symbole, il est représenté de cette façon. Et généralement, le joint à lèvres est monté dans un couvercle. Donc, le joint à lèvres a deux tolérances. En fait, la tolérance de la portée de l'arbre, H11, et la tolérance sur la portée de l'alésage, là où est monté le joint à lèvres, c'est H8. Voilà donc, ce sont les tolérances à retenir. Cas de montage de roulement, arbre tournant, moyen tournant, et le cas de montage de joint à lèvres. Deuxième partie du rappel, c'est les tolérances géométriques. Indication d'un élément. L'élément de référence est précisé par un triangle noirci ou non. L'élément tolérancé est indiqué par une flèche, c'est-à-dire l'élément de référence par rapport auquel on va faire la comparaison, si vous voulez, de deux surfaces, est représenté par un triangle noirci. L'élément tolérancé est représenté ou bien est indiqué par une flèche. Les tolérances de forme. Donc, on retient les quatre tolérances suivantes. Planéité, symbole, rectitude, circularité et cylindricité. Inscription, le cylindre indiqué par la flèche est cylindrique. IT, ça veut dire intervalle de tolérance. Donc, soit vous retrouvez cette nomination IT, soit vous trouverez une valeur ici qui indique le défaut permis. Donc, la rectitude, par exemple, cette génératrice ou bien ce trait doit être rectiligne avec un défaut 0,02. Ça veut dire réellement, si vous voulez, cette génératrice peut être déformée, mais elle ne sort pas d'un intervalle de 0,02. Planéité, la circularité et la cylindricité. Donc, généralement, les élèves demandent quand est-ce qu'on utilise la cylindricité ou bien la circularité. Alors, réellement, on peut utiliser les deux cas pour les pièces cylindriques. Mais généralement, pour un alésage, on utilise la circularité et pour un arbre, on utilise la cylindricité parce que, après fabrication, la vérification de la condition géométrique, pour un arbre, c'est facile de vérifier la cylindricité et pour un alésage, c'est plus facile de vérifier la circularité. Tolérance d'orientation et d'opposition. Alors, symbole, on a parallélisme, perpendicularité, coaxialité, symétrie et localisation. Le parallélisme, ça veut dire la surface indiquée par la flèche doit être parallèle par rapport à A. A est indiqué par le triangle noirci avec un défaut permis de 0,05. Donc, comme le montre cette figure-là, illustration de la tolérance, la zone de tolérance ici, c'est 0,05 et la surface réelle peut être déformée entre ces deux plans qui sont parallèles par rapport à A et qui sont distants de 0,005. Perpendicularité, donc la surface indiquée par la flèche doit être perpendiculaire par rapport à A. Ça veut dire réellement la surface peut se déformer, mais elle ne sort pas entre deux surfaces qui sont parallèles et qui sont perpendiculaires par rapport à A, distantes de 0,05. La coaxialité, elle est utilisée entre deux cylindres. L'axe du cylindre indiqué par la flèche doit être coaxial avec un défaut permis de 0,02. Ça veut dire l'axe de la partie indiquée par la flèche peut être incliné, mais ne sort pas d'un cylindre de diamètre 0,02 qui a l'axe de la surface de référence. La symétrie est utilisée généralement pour une rainure. Donc, les deux surfaces de la rainure sont symétriques par rapport à A. A est indiqué sur ce cylindre, ça veut dire l'axe du cylindre A. Autrement dit,
les deux surfaces de la rainure sont symétriques par rapport à cet axe-là. La localisation est utilisée pour les centrages, plutôt pour les centres des perçages. Par exemple, dans ce cas-là, le centre de ce trou est localisé par rapport à A, B et C. A, c'est cette surface, B et C. Inscription, premier cas. Comment je lis cette indication? B, qui est indiqué par une flèche, doit être perpendiculaire par rapport à la surface indiquée par le triangle noir. Alors, je peux enlever cette case-là et je relis directement par la flèche. Donc, comment je lis ce cas-là? La surface indiquée par la flèche est perpendiculaire par rapport à la surface de référence, celle sur laquelle se trouve le triangle noir. Dans ce cas-là, la surface indiquée par la flèche est perpendiculaire par rapport à A. A, c'est cette surface. Et quatrième cas, B qui est indiqué par une flèche doit être perpendiculaire par rapport à A qui est indiqué par le triangle noir. Donc attention, les élèves ont toujours tendance à inverser ces deux cases-là. Donc la première case ici, c'est pour le symbole et la dernière case, c'est pour indiquer la surface de référence. État de surface. Donc, ici, on a la surface nominale, ici, la surface réelle, bien sûr, exagérée avec ses défauts. Donc, pour vérifier l'état de surface, on utilise un appareil de mesure. Le palpeur, ici, qui est agrandi à ce niveau-là, parcourt la surface et détecte les défauts. Donc, ces défauts-là, on les appelle rugosité d'une surface. On a un tableau sur le guide qui donne la fonction à état de surface. On va retenir quelques valeurs de ce tableau-là. Donc, si on a le cas de deux surfaces avec déplacement relatif, si nous sommes dans le cas d'un frottement de glissement, par exemple coussinet portée d'arbre, la rugosité c'est 0,8. Portée pour joint à lèvres, la rugosité arithmétique c'est 0,3. Bien sûr, ces valeurs sont données en microns, donc 10-3 mm. Si nous sommes dans le cas d'un assemblage fixe, contrainte faible, portée et centrage des pièces fixes démontables 3,2, portée et centrage précis 1,6 micron. Ajustement fixe avec contrainte, portée de roulement 0,8 micron. Donc, on va retenir ces valeurs-là. Le symbole de la rugosité d'une surface est indiqué par ce symbole. Bien sûr, ce trait indique que la surface est obtenue par enlèvement de matière. On indique ici RA pour dire rugosité arithmétique et on indique ici la valeur de la rugosité en micromètres. Donc 0,3 pour portée de joint à lèvres, 0,8 pour portée de roulement, portée de coussinet, frottement de glissement et 1,6 pour un assemblage fixe 1,6 ou bien 3,2 même, 3,2 microns. Quatrièmement, cotation fonctionnelle. J'ai pris l'exemple d'un arbre excentrique d'une presse mécanique. Nécessité d'une condition fonctionnelle. Alors, pour assurer le guidage en rotation de la bielle 30 par rapport à l'axe 4, il faut assurer un jeu axial A entre la bielle 30 et la rondelle 10, à ce niveau-là. Mise en place d'une condition fonctionnelle. Cette condition fonctionnelle A est repérée sur le dessin d'ensemble par un vecteur à double trait orienté, attention, de gauche à droite lorsqu'il s'agit d'une condition horizontale ou bien de bas en haut lorsqu'il s'agit d'une condition verticale. Donc dans notre cas, la flèche à double trait orientée de la gauche vers la droite et qui est appelée A. Deuxième condition, pour assurer le serrage du couvercle 20 par rapport au corps 1, le couvercle 20 par rapport au corps 1, il faut assurer une réserve de taraudage, notée B, entre l'extrémité de la vis 21 et le fond du taraudage dans le corps 1. Donc entre l'extrémité de la vis et la fin du taraudage. Donc ici, c'est une condition. Elle est indiquée par B.
Pour assurer le contact de la rondelle frein 22 avec le roulement 14, il faut assurer un retrait C entre la gorge réalisée sur l'arbre 2 et le roulement 14. Donc, pour assurer le contact entre la rondelle frein et le roulement, il faut qu'il y ait un retrait à ce niveau-là, donc qui est indiqué par C. Traçage d'une chaîne de cotes. Tracer les chaînes fonctionnelles relatives aux conditions A, B et C. On commence par A. Donc ça, c'est le vecteur code condition. Ici, c'est la surface terminale origine, donc elle vient de la pièce 11. La surface terminale extrémité, donc c'est la surface terminale qui vient de la pièce 4. Donc j'ai indiqué ici 11, 4. Ici, j'ai le contact entre 11 et 4. Donc ça, c'est la surface de contact entre 4 et 11. Je pars pour tracer la chaîne. Je commence toujours par l'origine. Donc de 11 vers 11. C'est la cote A11. Et du contact 4 en 11 vers 4 A4. Maintenant, pour la condition B, ici, j'ai la fin du taraudage de la pièce 1, donc surface terminale 1 et surface terminale 21, la vis. Donc ensuite, j'ai un contact entre 1 et 20 à ce niveau-là. 20, donc de 1 vers 1, c'est la cote B1. Ensuite, la pièce 20 a un contact avec 21 à ce niveau. Donc on a la cote B20. Et j'ai retrouvé 21, je peux fermer la chaîne. B21. Pour la condition C, ici j'ai la surface terminale 14 du roulement. Ici la surface terminale 2. Donc j'ai un contact entre 14 et 15 à ce niveau. C14. 15 est en contact avec le roulement 13. C15. 13 est en contact avec l'arbre 2. 13, 2. C13. J'ai retrouvé 2, donc je peux revenir à l'extrémité de la condition C2. Vérification indispensable. Première chose, vérifier que la chaîne est fermée, c'est-à-dire on a fait le départ de l'origine pour revenir à l'extrémité. Vérifier qu'il n'y a qu'une seule cote par pièce. Condition pour que la chaîne soit minimale. Ça veut dire qu'on ne trouve pas C14 deux fois dans une chaîne. Chaque cote est unique. Vérifier que chaque cote désigne bien une dimension que l'on retrouve sur une seule pièce. Ça désigne une dimension. Par exemple, si je prends C14, ça veut dire c'est la largeur de la pièce 14. Équation d'une chaîne de cotes. Si je prends l'exemple de la chaîne de cotes C, équation de la condition nominale. C égale les flèches qui sont dirigées dans le même sens. Donc, positif, C14 plus C15 plus C13 moins C2. Équation de la condition maximale. C max égale les flèches qui sont dirigées dans le même sens maximal, moins les flèches qui sont dirigées dans le sens inverse minimal. Donc, ça nous donne C14 maxi plus C15 max plus C13 max moins C2 min. L'équation de la condition minimale, C min égale les flèches qui sont dirigées dans le même sens que C, C min, moins les flèches qui sont dirigées dans le sens inverse de C, max. Donc, ça nous donne C14 min, plus C15 min, plus C13 min, moins C2 max. Équation de l'intervalle de tolérance. L'intervalle de tolérance de la condition C est égal à la somme des intervalles de tolérance constituant la chaîne. Donc, ITC égale à ITC14 plus ITC15 plus ITC13 plus ITC2. L'intervalle de tolérance de la condition égale la somme des intervalles des tolérances des cotes constituant la chaîne. Faisons un exemple. Calcul d'une cote fonctionnelle. Sachant que C14 égale à C13 égale à 12 plus ou moins 0,1, C2 égale à 58 plus 0,2 plus 0,3 et que C est compris entre 0,5 et 1,1, calculez la cote C15. D'après l'équation de la cote nominale, plutôt de la cote maximale, C max égale à C14 max plus C15 max. Donc, je peux tirer C15 max égale à C max plus
C2 min, moins C14 max, moins C13 max. Le calcul me donne C max, c'est 1,1. C2 min, 58 plus 0,2, ça nous donne 58,2. C14 max, 12 plus 0,1, c'est 12,1. Et C13 max, 12 plus 0,1, ça nous donne 12,1. Donc le calcul donne 35,1. C15 min égale C min. Donc C15 min égale C min plus C2 max moins C14 min moins C15 min. Moins C13 min, pardon. Ce qui nous donne C min égale 0,5. C2 max, 58 plus 0,3, ça donne 58,3. C14 min et C13 min, 12 moins 0,1, c'est 11,9. Le calcul nous donne 35. Je peux écrire alors que C15 égale 35, 0 plus 0,1. Pour la vérification, ITC, C15 max, ITC c'est C max moins C min, 1,1 moins 0,5, ça donne 0,6, égale la somme des intervalles de tolérance des cotes C14, C15, C13, C2. Alors l'intervalle de tolérance de C14, c'est 0,2. L'intervalle de tolérance de C15, on l'a trouvé 0 plus 0,1, donc c'est 0,1. L'intervalle de tolérance de C13, donc pour trouver l'intervalle de tolérance, on fait toujours l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Donc plus 0,1 moins 0,1, ça nous donne 0,2. Et l'intervalle de tolérance de C2, donc plus 0,3 moins plus 0,2, ça nous donne 0,1. Ce qui fait le total 0,6. Donc 0,6 égale à 0,6, vrai, donc notre calcul est correct. Indication d'une cote fonctionnelle sur le dessin de définition d'une pièce. Reporter les codes fonctionnels obtenus sur les dessins des pièces séparées. On a la pièce 2 et la pièce 15. Si je prends par exemple la chaîne de code C, on a ici la cote C2 relative à la pièce 2. Donc c'est cette cote-là. Et on a la cote C15 de cette surface vers cette surface qui est relative à la pièce 15. Voilà donc pour cette première partie de cotation fonctionnelle, on a traité un